Kamel Amidouche, agronome, expert conseil, ça fait plus de 10 ans que je travaille Uniac Coopérative dans la région de Napierville et Sainte-Martine. Sacha McIntosh Hobson, agronome, expert conseil grande culture. Ça fait 2 années que je travaille à Uniac Coopératif et mon région est le Haut-Saint-Laurent et Vaudreuil-Soulanges. Jonathan Messerly, j'entame ma 4e saison chez Uniac Coopérative et mon territoire, c'est le Québec et l'Ontario. Bonjour tout le monde. Avec mes collègues Sacha et Jonathan, on va vous présenter les 5 secrets d'un désherbage réussi. Avant, on va parler un petit peu sur les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes compétitionnent nos cultures, maïs, soya, céréales et autres pour l'eau, la lumière et les engrais. Il faut noter que certaines mauvaises herbes compétitionnent plus que d'autres. À titre d'exemple, pour les feuilles larges, amarantes à racines rouges, chénopodes blancs, herbes à poux géantes, un plant par mètre carré peut réduire le rendement de 12%. L'habitulon, moutarde des champs, l'arbre à poux, un plant par mètre carré peut réduire le rendement de 6%. Pour les graminées annuelles, la cétère géante, panique d'automne, prosommier, 5 plants par mètre carré peut réduire le rendement de 10%, puis on peut imaginer s'il y a plus d'un plant par mètre carré. Pour faire face à cette problématique de mauvaises herbes, il faut d'abord connaître l'historique de nos champs. Par la suite, on procède au premier secret de notre sujet qui est le dépistage. Le dépistage systématique est la clé de la réussite, c'est une évidence. Il doit commencer tôt en saison et doit être fait avant l'application de l'herbicide. Il peut commencer avant les semis et s'échelonner sur plusieurs visites une bonne partie de l'été. En général, il s'effectue au début de la croissance des mauvaises herbes. Dans notre cas, Uniac Coopérative, les observations se font par notre logiciel La Ferme Intelligente, module dépistage, qui génère des rapports PDF qui seront transmis au temps réel, soit par texto, soit par courriel à nos producteurs, et qui va faire une banque de données pour les années futures. Notre deuxième secret est l'optimisation de la qualité d'eau dans nos réservoirs. L'eau est un élément actif qui peut avoir un impact important sur l'efficacité de nos produits phytosanitaires. Les impacts sont souvent dus à des impuretés trouvées dans l'eau. Il s'agit principalement de la teneur en minéraux, dureté de l'eau, les particules suspendues, turbidité de l'eau, et le niveau d'acidité ou d'alcalinité présent dans l'eau, le pH. Prenons le degré de dureté de l'eau en exemple. Ce dernier réfère à la concentration de cations, tels le calcium et le magnésium, trouvés dans l'eau. Ces ions libres vont s'attacher aux molécules à charge négative, comme le glyphosate ou le glufosinate, ce qui peut entraîner un dépôt dans les réservoirs et une baisse importante de leur efficacité à contrôler les mauvaises herbes. Il s'agit d'un aspect important à surveiller, surtout si l'eau provient d'un puits. La turbidité a un effet similaire. La matière active des herbicides peut être fixée aux particules de matière organique ou de sol suspendues dans l'eau. Ceci peut entraîner des pertes de produits importantes. Le pH, à son tour, peut nuire à l'intégrité des molécules de nos matières actives. Le glyphosate est un exemple de molécule qui est plus stable dans une solution légèrement acide. Heureusement, chacun de ces éléments peut être identifié assez facilement. Le degré de dureté ainsi que le pH peuvent être testés rapidement avec des tests de bandelettes comme ceci. Le niveau de turbidité de l'eau, pour sa part, peut être identifié simplement en analysant la clarté de l'eau dans un pot. Si vous avez des doutes sur la qualité de votre eau, consultez votre représentant pour discuter des solutions possibles. Alors, le troisième secret, c'est le mélange. C'est un petit peu plus complexe que juste mélanger des produits ensemble. En fait, ça commence avant ça. Avant de préparer la bouillie, on s'assure de bien brasser les cruches. Parce que les produits comme les suspensions, les émulsions, les huiles, c'est des produits qui ont naturellement tendance à se séparer. Donc, il faut bien les brasser pour ensuite que ça fasse des mélanges homogènes. Ensuite, on suit l'ordre de mélange. Donc, c'est quoi le premier produit qu'on met dans l'arroseuse? C'est l'eau. Ben oui, ça prend beaucoup d'eau, il faut remplir l'arroseuse au moins à moitié de capacité, parce qu'en fait, la plupart des pesticides, c'est des sels en solution. Donc, si on les mélange dans pas assez d'eau, on sursature le mélange. C'est comme mettre 2-3 cuillères à soupe de sucre dans un café. C'est sûr qu'il en reste dans le fond.
Par contre, une tasse, ça se lave beaucoup mieux qu'une arroseuse. Donc, pour les gens qui ont des injecteurs, c'est le même concept. On met d'abord un produit, on le mélange, on l'agite, on l'envoie dans l'arroseuse et on passe ensuite au suivant. Maintenant, voici l'ordre de mélange avec l'acronyme WAMLEGS pour mieux s'en souvenir. En premier, on met les poudres et les granules. Ensuite, on agite jusqu'à ce que ça soit complètement dissous. C'est important de tenir compte de la température de l'eau parce qu'une eau froide à quelques degrés, par exemple, qui sort du puits, va prendre beaucoup plus de temps pour dissoudre les produits. Aussi, c'est important d'avoir une bonne agitation, mais pas trop fort, parce que quand les granules et les poudres sont poignées dans la mousse, ils sont plus en contact avec l'eau. Donc, elles gonflent et puis elles coulent dans le fond de la tank et là, ça peut causer des problèmes. Puis, on suit l'ordre de mélange que vous voyez ici en prenant soin d'agiter entre chaque produit. À noter que certains produits peuvent avoir des particularités lors du mélange, donc toujours lire l'étiquette ou consulter votre expert conseil. Donc le quatrième secret, c'est le choix des buses. Avant de faire feu, avant de partir arroser, on s'assure d'avoir les bonnes buses pour le produit qu'on veut appliquer. Par exemple, si on applique un herbicide en pré-émergence ou un herbicide systémique comme le glyphosate, l'essentiel, c'est de réduire la dérive. Donc, on peut se permettre de changer les buses et en mettre des qui font des gouttelettes plus grosses, plus grossières, qui sont moins sensibles à l'entraînement par le vent. À l'inverse, si on arrose un produit, un herbicide de contact ou un fongicide par exemple, là, ça prend des gouttelettes beaucoup plus fines pour maximiser la couverture du feuillage. Aussi, il faut s'assurer d'avoir des buses qui sont capables de fournir un bon débit, le débit voulu à la pression voulue. Parce que si on essaye de doubler le débit en quadruplant la pression, soit on se ramasse avec des gouttelettes d'une grosseur pas optimale, ou bien soit il y a beaucoup trop de pression, ce qui va faire de la dérive et réduire l'efficacité du produit. Un dernier conseil, il faut calibrer l'arroseuse au moins une fois par année pour s'assurer que le débit des buses individuellement est le même à travers la rampe, sur toute la largeur. Comme vous pouvez le voir sur la photo, en haut c'est une buse neuve, donc c'est l'orifice, et les deux en dessous, c'est des orifices de buse qui ont déjà un peu de vécu. Donc au fil du temps, l'usure modifie l'orifice des buses, ce qui peut réduire ou augmenter les doses appliquées. C'est pour ça que c'est vraiment important de vérifier le débit et non pas juste regarder les buses parce que ça, c'est invisible à l'œil nu. Le numéro 5 dans notre liste sont les conditions environnementales lors desquelles l'arrosage est fait. Bien que nous n'ayons pas le contrôle sur une grande partie de nos conditions environnementales, il est important de connaître les différentes conséquences qu'elles peuvent avoir sur nos stratégies de désherbage. Le vent, comme nous le savons, est parmi les causes les plus importantes de la perte de produits lors des arrosages. Ceci est dû aux gouttelettes qui dérivent des cibles. Afin d'éviter des dérives de gouttelettes ou qu'elles restent en suspension, les vents doivent avoir une direction assez consistante et doivent être d'au moins 2 km/h, mais pas plus que 15 km/h. La température et le niveau d'humidité sont d'autres éléments importants qui doivent être considérés avant l'arrosage. De façon générale, des températures de saison relativement basses, idéalement moins de 25 degrés Celsius, et une humidité relativement haute, idéalement au-dessus de 40%, sont optimales. En arrosant dans des conditions chaudes et secs, l'eau dans les gouttelettes s'évapore très rapidement une fois sortie des buses, ce qui résulte en des gouttelettes beaucoup plus petites. Elles sont donc plus à risque de dériver et seront aussi plus concentrées en herbicide. L'arrosage est donc beaucoup plus optimisé et efficace lorsqu'il est fait au bon moment. Un matin suivant une nuit nuageuse est un moment idéal, ou encore mieux, en soirée ou durant la nuit afin d'éviter de déranger les abeilles qui butinent. Finalement, les précipitations peuvent avoir un grand impact sur le succès de nos interventions phytosanitaires. Très souvent, un délai est requis entre un épisode de pluie et l'arrosage afin d'éviter qu'une partie du produit ne soit enlevée de la surface végétale à laquelle il était appliqué. À l'inverse, la pluie est nécessaire pour que les herbicides résiduels s'incorporent au sol afin d'être efficaces. En entrant dans la solution du sol, le mode d'action des herbicides résiduels peut se manifester, ce qui inclut l'inhibition des racines, des tiges ou la germination des grains de mauvaises herbes. En conclusion, moi et mes collègues, on vous a montré les 5 secrets pour un désherbage réussi. En réalité, c'est une partie de la lutte chimique contre les mauvaises herbes. Il faut juste mentionner que la lutte intégrée, qui inclut les diverses pratiques culturelles et physiques,
demeurent les meilleures approches pour lutter contre les mauvaises herbes et respecter notre environnement.